Effectivement, mon ami François Martin m'a dit, est-ce que tu as envie de parler de ce qui se passe sur les problèmes de l'Occident en ce moment? Alors, bon, j'ai dit oui, ça ne manque pas, mais le problème le plus important pour moi, à l'intérieur de ça, je vois bien, on peut dire, ben voilà, il y a la guerre au Moyen-Orient, alors on voit bien ce qu'il y a derrière. Voilà. Puis il y a sur Russie-Ukraine, on voit que la Russie va réunir un certain nombre de gens qui nous étaient proches et qui ne le sont plus. On peut effectivement regarder le problème sur le plan international en se disant nous allons être coincés par les différentes difficultés du monde et de toute façon on va être marginalisé. Donc c'est grossièrement ce qui coule de tous les articles divers et variés. Et d'une certaine façon, ça conduit à dire c'est pas de notre faute, on est victime. Alors c'est la victimisation revers, si vous voulez, puisque tout le monde est victime dans ce pays et dans ces pays aujourd'hui. Alors on dit ben voilà, on est victime d'un sorte de complot international qui conduit à ce que nous soyons marginalisés. Bon. Alors moi j'aime pas cette position de victime, jamais. Je ne me sens jamais victime. Je pourrais développer la victimisation à mon égard d'un certain nombre de gens. C'est pas mon sujet. J'aime pas être victime. Voilà. Et je ne suis pas victime. Si jamais, à certains moments, je trébuche, c'est que j'ai fait une erreur et par conséquent, il faut que je garde mon erreur et j'essaie de regarder ce qui se passe. Donc c'est ça ma façon de penser. Et ça va être ça ma façon de penser ce soir sur le fait que non, nous ne sommes pas des victimes, non, nous avons cherché de toute façon ce qui nous arrive, et oui, bien sûr, on a la capacité de survivre, de développer et de revenir dans une autre façon après le basculement du monde en train de s'opérer, mais il n'y a pas de raison qu'on disparaisse si jamais on n'a pas envie. Mais si jamais on a envie, on peut disparaître. C'est clair. Alors, je dirais que d'une certaine façon, un des aspects les plus irritants de la situation actuelle pour moi, c'est cette espèce de séparation qui est absurde entre les continents, le continent africain dont nous sommes très proches, nous Français, et cette espèce de distanciation qui est en train de s'opérer avec des nouvelles ramifications et partout. Donc ça m'irrite parce que je pense que c'est pas juste, que c'est conjoncturel et que c'est absurde. Bon. Mais d'une certaine façon, si jamais je regarde la manière dont ça s'est passé, c'est explicable et c'est parfaitement justifiable par des erreurs que nous n'avons pas voulu voir et que nous continuons à ne pas vouloir voir. Et donc, d'une certaine façon, c'est, sans être victime, c'est de notre faute si jamais ça arrive. Alors, je prends juste un point un peu philosophique en disant que l'idée de la démocratie, puisque à la fin, ça se termine par et la démocratie est attaquée, et pas seulement la République, mais la démocratie dans son ensemble. Donc on peut dire que philosophiquement, le siècle des Lumières nous a conduit, en plus de notre culture judéo-chrétienne et helléno-latine, à considérer qu'on avait une mission à travers l'ensemble de l'humanité d'apporter les lumières. Bon. Et que la lumière de la démocratie arrivait et que tout le monde allait comprendre l'intérêt de la démocratie telle que nous la voyons dans des pays. Et au moment de l'accès à l'indépendance des pays que nous avions colonisés, nous leur avions appris ce qu'était la démocratie. Nous considérions par conséquent qu'il fallait que cette démocratie soit installée chez eux à la manière dont nous voulions.
Bon, j'ai participé à cela bien après le début, puisque je suis né en 1943 et en 1960, j'ai 17 ans, donc on ne peut pas dire que j'étais acteur, mais j'ai participé à ça par mes lectures, par le fait que mon héros était Savorgnan de Brazza et Brazzaville. Je me suis senti toujours très, très proche de cette histoire. Et nous avons fait une histoire à partir de la démocratie, c'est vous allez élire un chef d'État. Vous allez élire un chef d'État. Sans imaginer ce que pouvait être une colonie avec un gouverneur, avec des tribus sur lesquelles on agissait de façon un peu élégante. Et on dit maintenant vous allez avoir un bulletin de vote, ça va être bien. Et puis, ils ont élu, effectivement. 3 mois après, il y a eu un putsch. 3 mois après, il y a eu une autre putsch. Les putschs n'arrêtaient pas. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le général de Gaulle a dit aux gens autour, écoutez, il faudrait peut-être essayer de stabiliser un peu le truc, parce que là, déjà, il y avait un peu d'installation, mais ce n'était pas terrible. Si en plus, maintenant, ils ratissent tout et ils font des coups d'État tous les 2 ou 3 mois, c'est foutu. Et donc, on a installé un régime. Alors, certains disent on a désigné, certains d'autres disent mais non, ils sont désignés, même peu importe. Enfin, il y en a qui ont été tués parce que c'était pas les bons. Bon. Donc, tout ça n'est pas très clair. Très bien, ok. Mais d'une toute façon, on leur a dit la démocratie est élective et une fois que vous avez élu, c'est démocrate. Et vous êtes en train d'expliquer à des Africains aujourd'hui que M. Ouattara a été élu, par conséquent, il est légitime, et que M. Traoré, qui vient de prendre le pouvoir en Niger, il l'a pris contre M. Bassoum, qui avait été élu, et lui, il est illégitime. Vous êtes en train d'expliquer ça. Il n'y a pas un Africain qui le croit, bien évidemment. On sait bien que les élections de M. Bassoum comme celles de M. Ouattara ont été truquées et que de l'autre côté, ils sont arrivés par la force des armes. Donc tout ça est complètement ridicule. Donc on est sur un fantasme complet aujourd'hui en Afrique. Alors, donc, si jamais aujourd'hui nous sommes dans une situation complexe par rapport aux pays africains, c'est que nous avons cherché à l'être, parce que nous n'avons pas essayé de réfléchir à la situation telle que les générations qui arrivaient la modifiaient. C'est-à-dire en quoi est-ce que quelqu'un qui a trafiqué les élections est légitime, Alors après, en plus, lorsque on dit les élections aux États-Unis entre Trump et Biden, elles sont trafiquées, etc., alors ça n'en fait qu'en rajouter au sentiment des Africains qu'on est en train de leur bourrer le mou. Alors, derrière, vous voyez bien qu'on n'a pas bien tout fait, on n'a pas tout bien fait, et par conséquent, il faut regarder. Il faut regarder ce qui se passe. Alors, sur le plan de l'industrie et de l'énergie, qui est le sujet que je vais traiter, on voit que, on sait depuis le départ, depuis 1973, en 1973, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. 1973, donc, choc pétrolier, et le pétrole peut passer de 1 à 10 ou de 1 à 20, petit 1, et 2, on peut dire, si jamais je n'ai pas envie de donner de pétrole, je ne vous en donne pas. Donc on a un choc. Alors ce choc, nous l'avons traité, et puis, une fois traité, une fois les choses remises en place, nous avons oublié ce que nous avions dit et fait en 1973. Ça, c'est notre faute. Si jamais, c'est pas la peine d'invoquer le pape, l'imam de machin, c'est pas le problème, on le sait. On avait tout fait, on a tout fait. Tout est écrit sur 1973, on a décortiqué la situation, nous en France. Hein. Donc j'ai participé, alors à ce point-là, comme acteur, mais comme acteur mineur, puisque les grands acteurs sont connus, et c'est Guillaume, Giraud, Boiteux, etc. Mais là, c'était moi qui tenais la plume. Alors, donc je sais ce que j'ai écrit, mais je sais que ce n'est pas moi qui ai pensé ce que j'écrivais. Hein, mais je sais ce qui a été écrit. Donc tout a été dit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait la possibilité de poursuivre
les activités pétrolières et gazières, mais il fallait éviter de torcher le gaz, il fallait augmenter les rendements de façon à être plus efficace pour éviter les pollutions, il fallait... enfin, tout cette... Et ceci dans une ambiance qui était une ambiance réaliste, c'est-à-dire la civilisation, quelle qu'elle soit, les civilisations ont toujours été des civilisations assises sur une énergie abondante, bon marché et souveraine. Il n'y a pas de civilisation qui est performante, qui ait à un moment oublié un de ces trois aspects et qui soit restée une civilisation. Et donc on sait ça, et on sait, c'est écrit. C'est écrit et de façon, pour le coup, abondante, on l'a dit. Donc on part sur cette idée, et à l'époque, on dit bah, finalement, est-ce qu'on a du pétrole et du gaz pour longtemps? Bon, il se trouve que les grands pays qui nous mettent dans l'embarras aujourd'hui et qui ont beaucoup de gaz et de pétrole nous ennuient. Par conséquent, bon, faut faire attention à eux. Est-ce qu'il n'y en a pas ailleurs? Et donc on va chercher partout. On en trouve partout. Alors bah, à d'autres prix, dans d'autres conditions. Parce qu'on était un baril à 0,50 $ ou 1 euro dans un coin. Quand on tombe sur, par exemple, dans ce que j'ai fait en Angola, à l'époque, quand je fais la mer profonde en Angola, je suis à 12 $ le baril. Tout le monde dit 12 $ le baril, tu n'y penses pas? Je dis si, j'y pense. Donc c'est moi qui ai fait les puits en eau profonde en Angola. C'est moi qui l'ai décidé à 12 $, qui était complètement idiot. Donc si vous lisez la presse des Échos de l'époque, vous apercevez que je suis un con complet. À 12 $, mais vous n'y pensez pas. Non. Et je l'ai fait. Non. Je l'ai fait, et ma foi, maintenant que le baril est à 85, 90, on dit, bah, tiens, bon, il est intelligent. Non, on ne le dit pas. On ne dit pas parce qu'on ne se souvient pas de ce qu'on a dit. On a dit que j'étais un con, donc maintenant c'est... Non, il n'y a pas de problème. Non, on voit bien qu'on a tout un... Et qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? On s'est dit, on va essayer de trouver des substituts pour avoir une énergie abondante, bon marché et souveraine. On va faire des trucs, de dire à faire autre chose, quoi. Bon. Et là, on se retrouve toujours en 73, on est sous Pompidou, et on dit, ben, il y a bien évidemment le nucléaire civil qu'on a commencé à initier, sur lequel les Américains ont une avance avec Westinghouse, on va faire ça. Et là, il y a un petit conflit interne à la France, comme d'habitude, qui est, est-ce qu'on prend la filière française dite Graphite Gaz, ou est-ce qu'on prend Westinghouse? Et là, il y a un type qui s'appelle Marcel Boiteux, qui est directeur général d'EDF à l'époque, et qui dit non, désolé, moi je veux bien franciser Westinghouse, mais je ne vais pas prendre Graphite Gaz, parce que Graphite Gaz a tel défaut technique, et par conséquent, ce n'est pas la peine d'aller dans cette direction, mieux vaut prendre quelque chose qui marche, mais le franciser, ce qui a été fait. Donc, on sait ce qu'on veut faire, on veut à la fois, on veut électriser, et à l'époque, bon, on ne fait pas de voiture électrique, mais par contre, on dit, on va quand même se prendre des précautions et faire le chauffage électrique. Et vous savez qu'il y a une grande campagne sur le chauffage électrique à la période avec les fabricants de matériel électrique. Et donc, en particulier, vous verrez dans l'histoire qu'il y a une entreprise qui fait quelques petits chauffages dans les centres qui s'appelle Torquetil. Et l'entreprise Torquetil est prise en main par EDF qui dit voilà, vous allez faire du chauffage électrique et vous allez développer le chauffage électrique. Et ils ont développé le chauffage électrique manu militari dans les immeubles, les HLM, les machins, chauffage électrique prioritaire. Bon, parce que. Bon. Et la théorie à l'époque, c'est l'énergie abondante. Et on va avoir en abondance, et elle n'est pas chère. Et elle n'est pas chère. Bon, et là, à un moment, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on peut reprendre dans le détail. Les gens vous diront qu'il y a un complot, il n'y a pas de complot. Il y a pas... moi, peu importe qu'il y ait complot ou pas. Simplement, l'essentiel, c'est que la France a oublié ce qui était dit à ce moment-là. Ce qui était dit, c'était qu'on avait une guerre qui était énergétique, qu'il fallait une énergie abondante, bon marché et souveraine, et soudain, avec des tas de bonnes raisons, on a oublié ça. Et on a oublié ça jusqu'au point où on arrive, il y a quelques mois, à avoir des gens qui vous disent, ben non, l'énergie
fossile, on ne peut plus parce que c'est à cause du climat. L'énergie nucléaire, c'est pas bon. Donc la bonne énergie, c'est l'éolien et le solaire. Donc, mais on ne va pas en avoir. Par conséquent, il faut que vous réduisiez votre consommation, parce que comme ça, c'est bien, donc ça, sobriété, parce qu'il y avoir la pénurie. Alors on organise la pénurie, et on fait l'ensemble des politiques conduisant à ce que, on dit finalement, une bonne décroissance vaut mieux qu'une difficulté. Et donc on est parti sur un schéma qui est un schéma de défaite et de fin de civilisation. Il est clair que si jamais nous disons notre schéma c'est la décroissance, nous sommes dans le schéma de la fin de civilisation. Par contre, si jamais on dit, et je reprends l'hypothèse de 73, si jamais je veux ne pas gaspiller, utiliser absolument tout, améliorer les rendements, non, là je suis dans la bonne direction, puisque à la fois j'utilise au maximum cette richesse extraordinaire qui est du sous-sol, et je me mets dans la situation de pouvoir, au contraire, continuer le développement. Hein, vous voyez, donc on arrive à un renversement de philosophie en, finalement, quelques années, absolument considérable. C'est-à-dire qu'on se met dans la défaite, si jamais on considère qu'on est dans la guerre économique, on se met dans la défaite. Et consécutivement, l'industrie a la même évolution. C'est-à-dire que, et là, il y a une accélération du phénomène en France considérable ces dernières années. C'est-à-dire que il est clair que toujours dans les débats de 73, il faut que nous ayons une énergie abondante, bon marché et souveraine pour pouvoir développer un appareil industriel et pour pouvoir développer la transformation. Très bien. Et nous nous retrouvons dans ces années-ci avec une industrie qui a décru depuis 1997 de moitié en termes de potentiel, en termes d'emploi, en termes de nombre d'usines, en termes de, c'est 50%. 97 aujourd'hui, c'est 50%. Et finalement, on est assez content que ça continue, mais on ne dit pas. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où je suis en situation de pénurie, je dois effacer ma production pour plaire à celui qui je suis industriel. Si j'efface, et je suis payé pour effacer. Je suis candidat à l'effacement. Donc, si jamais vous avez besoin d'électricité, à un moment donné, eh bien, je vais vous demander d'arrêter votre production et vous allez recevoir de l'argent du contribuable parce que vous aurez été un bon citoyen. Or, c'est affolant comme solution. C'est affolant comme solution. Puisque ça veut dire que la solution qu'on retient, non seulement c'est la décroissance d'une façon générale, mais en plus c'est une décroissance accélérée sur un objet particulier qui est le moment des pics de consommation. On vous dit, vous les industriels, surtout arrêtez-vous. Ahurissant. Et c'est ça dans quoi on est aujourd'hui, avec quelqu'un qui est d'excellente qualité sur le plan verbal, qui serait là et qui me contredirait avec justesse dans sa façon de voir, qui est Jean-Marc Jancovici, qui dit, bon, il faut effectivement faire un certain nombre de choses, et il sera d'accord avec moi sur un certain nombre de choses, sur lesquelles je reviendrai. Puis, de toute façon, le monde est décroissant par nature, et donc il va falloir que nous préparions la décroissance, d'où sa plaisanterie malvenue de 4 voyages par vie en avion, parce que l'avion c'est terrible, et le pauvre président de la République qui arrive en avion à Plougastel-Daoulas et qui se fait interviewer par un jeune homme de 17 ans, un breton comme moi, qui lui dit « Vous n'êtes pas bien, vous êtes venu en avion, vous avez tué la planète ». Donc, vous voyez comment les raccourcis sont énormes et vifs et intéressants, parce qu'on voit bien que c'est ça la question. Donc, on a une volonté, une obligation d'avoir une énergie abondante, bon marché et souveraine, et on a une obligation d'avoir une industrie qui se développe, et nous faisons exactement l'inverse, c'est-à-dire nous disons, nous pouvons préparer une période de pénurie, et
par ailleurs, il faut que vous soyez sobre. Or, la sobriété pour une grande entreprise comme ArcelorMittal, la sidérurgie, c'est facile. Sobriété, j'ai 2 fours, j'en prends un. Bravo, vous avez arrêté un four, vous êtes de bons citoyens. Bon, mais pour les PME que je dirige, c'est l'inverse. C'est-à-dire si jamais moi j'arrête, ben, j'arrête tout. Et donc c'est les faillites, et les faillites en cascade parce qu'il s'est passé des choses. Alors, nous sommes dans le creux de la vague aujourd'hui, dans le domaine de l'industrie comme dans le domaine de l'énergie, parce que nous ne voulons pas voir la réalité. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants. Alors, je reconnais qu'on va vous expliquer, et Fabien Bouglet le fait dans son livre sur la crise de l'énergie, que c'est les Allemands qui sont méchants parce qu'ils ont développé, juste à l'intérieur de l'État français, des officines qui tuent notre façon de concevoir le nucléaire. Oui, c'est vrai, c'est sans doute vrai. Mais si jamais on les fait rentrer, et si jamais ils sont là pour nous embêter, c'est parce qu'on a bien voulu. Il y a quelqu'un qui a voulu. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Certes, ils ont fait ça, mais nous avons laissé faire. Hein, et donc, nous ne sommes pas des victimes. Nous avons voulu notre mal. Alors, dans le dispositif de 73, c'était simple. Hein, c'est-à-dire que nous devions voir comment augmenter les rendements. Alors, vous ne vous souvenez pas forcément tous, parce qu'il y en a qui sont jeunes, qu'on était parti avec sur André Giraud sur la voiture à 1 litre au 100. On a dit, voilà, on va faire les voitures à 1 litre au 100. Bon, est-ce que c'est absurde? Alors, bon, moi, quand je vois l'ami Citroën, qui est le bloc à savon là, qui circule à 6000 balles, moi, je dis, bon, je veux bien, si jamais je fais la bilan carbone de tout ça, je vais arriver à un truc énorme. Si jamais je fais une petite voiture qui ne va pas plus vite que l'ami, qui soit un moteur thermique et qui doit dépenser très peu, je vais l'avoir aussi, et je vais l'avoir à moins de 6000 balles. Donc, bon, finalement, il faut mettre les équations dans le bon ordre pour arriver. De la même façon, si nous avions, en 1973, considéré que l'éolien était une solution, on aurait développé l'industrie éolienne. Bon, et si on n'a pas fait, c'est qu'on a étudié, croyez-moi, on a passé beaucoup de temps, hein, avec Marcel Boiteux, beaucoup de temps sur le sujet. On a dit non, vous êtes en éolien, vous êtes intermittent, et vous êtes aléatoire. Intermittent parce que ben, quand il y a du vent, il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et aléatoire, c'est-à-dire que c'est très difficile de prévoir la force du vent, même si on a de temps en temps des ouragans comme celui qui a dévasté le Finistère. Donc c'est très difficile de savoir, parce que l'éolien, si jamais on ne veut pas que l'hélice s'en aille, il faut qu'elle commence à tourner valablement, à être sur le réseau à 20 km/h, et à 90 km/h, il faut arrêter. Donc le fait de dire, voilà, le vent tourne, c'est merveilleux, je suis à 80 km/h, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une éolienne qui va être dans un circuit qui va conduire à 100 km/h, qu'il va falloir arrêter. On est aléatoire. Donc on a regardé ça dans le détail, et on n'a pas bâti une industrie d'éoliennes. Il y a eu juste une petite entreprise qui est près d'Orléans, qui s'appelle Vernier, qui s'appelle peut-être toujours Vernier, et qui faisait des éoliennes pour les Antilles, qui étaient des éoliennes qui permettaient d'avoir de l'électricité sur l'île, très bien, mais surtout qui, lorsqu'il y avait des cyclones, on les rabattait de façon à ce qu'elles ne s'envolent pas. Donc plutôt que de mettre un petit diesel pour éviter que ça tourne, on les mettait par terre. Non. Mais on n'a pas développé ça. Bon. Par contre, à l'époque, on a dit l'effet photovoltaïque est bon, c'est intéressant de faire, donc on a développé énormément toute notre laboratoire de Normal Sup, les laboratoires du Collège de France, on était plein, on était là-dessus, et on a créé le commissariat de l'énergie solaire pour essayer de voir comment on allait faire ça. Et, bon, puis à mesure que le prix du baril baissait, on a oublié. Donc tout ça est parti en Chine et à Taïwan, en Asie, et pour gratuitement. On a aidé tout ça gratuitement. Et donc ça, fort intelligemment, les Chinois, les Taïwanais ont pris tout ça et ont développé en se disant on ne sait jamais.
Nous, on n'avait pas assez d'argent pour continuer, mais eux, ils avaient assez, donc ils ont continué. Et puis tout le reste, on a vu la géothermie. On s'est dit, bon, oui, la géothermie, ça peut être intéressant, etc. Donc on a développé la géothermie. Bon. Grossièrement, il y avait le rift qui traverse l'Afrique, c'est plein de géothermie, c'est magnifique. Donc on peut effectivement nourrir une partie de l'Afrique et des Grands Lacs avec la géothermie. Surtout, ne faisons pas le bien des Africains, c'est pas la peine, on a arrêté. Et puis, on est parti sur la méthanisation, on est parti également sur l'hydrogène, en disant c'est intéressant de regarder, en disant enfin une centrale nucléaire qui va produire de l'hydrogène par électrolyse. Bon, après, on a commencé, les pauvres ingénieurs comme moi ont commencé à regarder les prix. C'est ça une de mes tâches. Comment est-ce que comment ça marche tout ça et quel est le niveau auquel, à un moment, on doit absolument le faire. Puis on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. C'est-à-dire que quel que soit le prix du gaz dans les gisements de gaz, il sera toujours moins cher que si jamais je fais de l'hydrogène avec, que l'hydrogène sorti de l'électrolyse de l'eau, quel que soit le réacteur nucléaire. Ce qui n'est pas forcément vrai de l'hydraulique. Ce n'est pas forcément l'hydraulique, c'est-à-dire l'hydraulique peut être extrêmement bon marché, comme au Québec ou comme en Norvège, et à ce moment-là, le problème peut se poser. Mais autrement, ça ne se pose pas. Toujours 1973, on était 1973. Ceci est écrit, ceci est fait, et ceci a été oublié. Et donc, lorsque aujourd'hui, on se retrouve avec des écolos qui nous veulent notre décroissance, des antinucléaires qui continuent à nous embêter, des gens qui font du violoncelle sur le fait que le gaz, le pétrole, c'est vraiment affreux et qu'il faut arrêter de le faire. Si jamais on se retrouve dans cette situation rocambolesque où nous sommes, avec un marché de l'électricité sur lequel on peut revenir et qui a conduit à ce que, au moment un peu avant la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine a précipité les choses, on ait une électricité en France qui soit 3, 4 à 5 fois plus chère pour les industriels que précédemment. Si jamais ça, c'est notre faute. C'est-à-dire qu'on n'a pas défendu notre précaré que nous avions défini en 1973. C'est pas les autres qui sont en cause, c'est nous qui sommes en cause. Et donc, si aujourd'hui il y a une alliance, c'est une alliance de gens qui disent mais qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à dire à des gens qui ont du pétrole, vous savez, vous n'avez pas le droit de le prendre, le pétrole. Ah bon? Ah oui, non. Non, nous, on l'a pris et c'est très mauvais. Alors, il faut que vous arrêtiez de le prendre. Vous croyez que ça nous fait des copains, ça? Hein, vous croyez que quand l'Ouganda qui a trouvé un gisement, on dit, mais non seulement vous n'avez pas le droit de le prendre, mais Total est en train de vouloir le faire avec nous et vous n'avez pas le droit de Total, parce que Total, c'est à nous et ils n'ont pas le droit de le faire. C'est des copains, ça devient des copains. Bon. Donc, il y a une série de pays qui ont le sentiment qu'ils vont avoir un développement grâce aux énergies fossiles et qui sont contents d'en trouver, qui sont heureux, etc. Et on leur dit surtout, ne faites pas ça. Et dans la mesure où vous avez du soleil et du vent, utilisez le soleil et le vent. Du soleil quelquefois, mais du vent pas trop. Et puis le soleil, quelquefois, il y a des orages. Je me souviens de l'équipe Borloo essayant de persuader les gens des tropiques qu'il fallait qu'ils utilisent l'énergie solaire. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'on fait des capteurs solaires? Ben, on les laisse. Ben, oui, non, s'il y a un orage tropical, il n'y a plus de capteurs solaires. Et effectivement, quand on a commencé avec l'Union européenne à servir des capteurs solaires dans les pays tropicaux, les capteurs solaires diraient un jour. Parce qu'ils disaient, il faut quand même les protéger. Les gens les prenaient et les mettaient chez eux. On ne sait jamais. Donc j'ai vu, moi, l'inauguration au Togo, une école, l'Union européenne, des capteurs solaires. Alors le chef de l'État était là, le représentant de l'Union européenne, et l'école va marcher avec l'énergie solaire. Très bien, parfait. Puis le lendemain, il n'y avait plus de capteurs solaires. Normal. Si c'est si important que ça, il faut les protéger. S'il y a un orage. Parce que quand on n'a pas eu un orage tropical, on ne sait pas ce que c'est. On continue à rêver. Quand on a des orages comme
en France, là, tout dernièrement, en Bretagne en particulier, là, tous mes camarades bretons étaient là. Et là, c'est affreux, ça va très bien. Bon, vous ne connaissez pas les orages tropicaux. Vous ne connaissez pas. Parce que si jamais vous connaissez les orages tropicaux, vous direz que c'est bon, bah oui, c'est normal, quoi. La saison des pluies commence par des grands orages tropicaux. Et ces orages tropicaux traversent. Et c'est pour ça qu'on a des toits, quel que soit le toit, on met de la tôle ondulée, parce qu'on a une chance avec la tôle ondulée qu'on puisse, ça, si jamais une certaine épaisseur, on a une chance d'arriver à ne pas avoir trop d'eau à la maison. C'est tout. Mais autrement, effectivement, les ardoises, les tuiles, c'est bien plus joli. Je le reconnais. Et les moulins à vent et les capteurs solaires, c'est encore mieux. Hein, voilà. Donc, on a oublié ce que nous avions en tête. Et alors, maintenant, je crois qu'il faut revenir à la raison. Peut-être François va peut-être revenir à la raison plus que moi, qui suis légèrement critique, mais il faut revenir à la raison. On est dans un monde qui est en train de partir un peu dans tous les sens, où il faut qu'on ait une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, c'est soit on dit ben, on continue la mondialisation, mais à ce moment-là, on écoute un peu ce que les pays à droite et à gauche disent, puis on essaie de vivre avec eux et de comprendre ce qu'ils ont. C'est-à-dire que dire effectivement à la Russie ou à l'Arabie Saoudite, vous savez, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, et partez chez vous. Nous, on a certes ces matières premières qui nous servent aujourd'hui à notre balance des paiements, mais en plus, en ce qui concerne la Russie, on a aussi les minerais. Donc les minerais, vous ne les voulez pas? Si, on les veut. Ah, oui, mais bon, il faut quand même, si jamais vous les voulez, il faut mieux quand même discuter un peu avec nous. C'est mieux. Bon. Donc on a un problème de vie à l'intérieur du monde, avec des séries d'anathèmes, et des ennemis, des guerres. Ok, très bien. Vous avez sans doute raison. Simplement, vous vivez dans un ensemble sur lequel il faut que vous ayez une ligne de conduite minimale, cohérente, sur ce que vous voulez. Vous pouvez, là, je lisais sur les relations avec la Russie, les problèmes des liens entre l'énergie nucléaire globale, mondiale, l'énergie française globale toujours, avec la Russie et les États-Unis. Bon, alors là, aujourd'hui, nous avons échoué, à cause de nous, Français, de construire des centrales nucléaires à l'extérieur. Nous avons échoué, c'est nous qui avons échoué, c'est pas les autres qui nous ont forcés à faire les idiots, c'est nous qui avons fait les idiots tout seuls. Bon. Alors aujourd'hui, les centrales nucléaires qui sont construites par les Russes, par les Chinois, alors c'est les nôtres, pour partie, et par les États-Unis. Bon, alors nous, on ne le fait pas. Bon, très bien. Alors, on dit, mais non, il faut surtout pas. Et on arrive quand même à une situation sans discussion, à ce que nous ayons construit toutes nos centrales nucléaires en 7 ans, nous, en France, que tous les pays qui font du nucléaire les construisent en 7 ans, et nous, le président public dit, on va les faire en 15 ans, nous. Pourquoi? Pourquoi on les construit en 15 ans? Voilà. Alors, un petit truc rigolo pour vous faire comprendre un peu l'énormité des choses. Bon, lorsque vous avez eu la corrosion sous contrainte, il fallait arrêter 8 réacteurs. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, c'était inutile, c'est une panique orchestrée par des gens des ignorants. Très bien. Bon. Il y a eu la panique, on a arrêté. Bien. Et à ce moment-là, mais comme je suis un peu dans ce milieu depuis longtemps, ça fait 60 ans, les gens sont venus me voir en disant, bon, qu'est-ce qu'on veut? Il y a un problème, c'est que nos ouvriers, si jamais ils vont dans les centrales nucléaires, ils ne peuvent pas travailler longtemps. Ah bon, très bien, oui. Parce que l'un ouvrier, il travaille 4 jours par semaine, 30 heures dans le nucléaire, parce que c'est très dangereux. Très dangereux. Très, très dangereux. Hein, on est dans le circuit secondaire, on ne touche pas au nucléaire, mais c'est dangereux parce que vous êtes sur le site. Vous avez la blouse, le machin. Alors, quelle est la règle française que nous avons accumulée au cours du temps? Alors, je ne vais pas vous dire quel est le truc, je vais dire unité de compte. En unité de compte, il ne faut pas qu'on ait plus de 120 unités de compte. Voilà, c'est ça la règle.
pourquoi 120? Alors moi, je leur dis, bah, moi je suis mort depuis longtemps. Pourquoi? Parce que je suis breton. Ma maison ma maison où je suis né, où ma mère est morte à 99 ans, c'est du granit. Et à l'intérieur, je suis à 200 unités de compte. Ah bon, vous êtes à 200 unités de compte, oui. Alors je dis, ben, donc, selon votre règle, il faudrait que je passe, il faut que je quitte la Bretagne et que je vise dans une centrale nucléaire, comme ça je serai moins en danger. C'est ça que vous voulez? Bon. Mais attention, parce que si je visite la carrière à côté, parce qu'il y a des carrières de granit, je suis à 400 unités de compte dans la carrière. Et il y a des gens qui ont 100 ans et qui ont été carrières. Ça existe. À l'île Grande, chez moi, il y a un carrier de 100 ans qui vivait dans la carrière, à côté de la carrière, et qui a vécu pendant 40 ans dans la carrière. Mais de quoi vous racontez? Ah non, mais non, c'est la règle. Parce que, bon. Alors, effectivement, on a fait un monceau de normes et règlements au cours du temps. Ces monceaux de normes et règlements ont créé autour de l'industrie de l'énergie française et autour de l'industrie tout court une gang qui permet de ne plus en faire ou permet d'aller de plus en plus vers le fait de moins en faire. J'ai cette gang. En tant qu'industriel, j'ai en face de moi des gens qui veulent m'empêcher de faire de l'industrie, qui veulent m'empêcher de faire des économies intelligentes, qui veulent m'empêcher. Je n'ai que ça. Et plus le temps passe, et plus j'augmente ce nombre de gens qui sont en face de moi et qui... Vous vous souvenez du dernier truc avec je vais contrôler les marges parce que vous faites des marges trop importantes. Moi, je suis industriel. Je suis industriel depuis un certain nombre d'années, je ne peux pas le dire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des marges. Bon. Donc, et vous avez des marges qui ne sont pas modérées. Qu'est-ce que c'est qu'une marge modérée? Moi, si je peux avoir une marge sur un produit, ce qui me permet d'avoir pas de marge sur l'autre et de faire... C'est mon métier, moi, faire des marges. C'est pas... Faire modéré. Et donc, je vais utiliser 300 personnes de l'administration pour vous contrôler, pour savoir si vous avez bien des marges modérées. Bon. Alors là, on est dans une autre dimension. Si jamais on me dit ça, on me dit surtout, ne fais plus d'investissement en France, va les faire n'importe où, en Suisse, en Allemagne, en Italie, n'importe où, de manière à pouvoir garder tes marges quand tu as envie de faire des marges. On me dit de partir. Et donc, quand j'ai dit, lorsque Monsieur le maire et Madame Borne ont dit ça, lorsque j'ai dit, vous me demandez de déménager, ils m'ont regardé comme ça, mais pourquoi vous dites ça? Parce que si jamais on me dit ça, ça veut dire déménager. Donc, si aujourd'hui, dans cet éclatement, dans cette explosion à l'intérieur du monde, on a le sentiment d'avoir des gens qui sont unis contre nous, on a tort. Ils sont unis parce qu'on déconne. Ah. Ils sont unis parce qu'on déconne. Il est clair que dire, voilà, soudain le Brésilien, le Saoudien, le Russe et le Chinois sont ensemble contre nous. Ok. Bon. Il y a Corneille qui a fait une vieille pièce avec les Horaces et les Curiaces. Il a montré qu'il y avait des moyens d'éviter quand même que les gens s'allient. Mais si jamais on se met la tête sous le billot en disant on est coupable, on a péché, oui, et puis on est des affreux, et en plus on cumule les conneries contre nous, si jamais on se tire des balles dans le pied sans arrêt, effectivement, à la fin, on a l'impression d'être assiégé et d'avoir des gens qui sont anti-occidentaux, voilà. Alors, je dirais que ce qui est clair aujourd'hui, la seule chose qui est claire, c'est que à partir du moment où les religions sont en train d'exploser et les religions intégristes sont en train d'exploser, sous le coup, de mon point de vue, d'un islamisme conquérant, on a un petit problème avec l'islamisme qui dit maintenant on va vous envahir et vous allez foutre le camp. Donc ça, c'est un vrai sujet celui-là. Mais tous les autres, de mon point de vue, n'existent pas. C'est-à-dire que c'est nous qui voulons faire des bêtises. Et que si jamais on fait trop de bêtises, donc il suffit de dire, ben non, finalement le nucléaire c'est bien, ce que l'ensemble du monde va dire dans 3 ou 4 ans, il n'a pas le choix.
Madame Greta Thunberg dit qu'il faut rouvrir les centrales nucléaires en Allemagne. Mes amis de Munich m'ont dit bon, est-ce que tu peux nous aider à convaincre les gouvernements de Bavière de racheter la centrale allemande nucléaire pour la remettre en circulation. Donc, on voit bien que ça va arriver. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Vous n'allez pas couvrir l'ensemble de la mer, l'ensemble du monde, d'éoliennes en mer intermittentes sur lesquelles et aléatoires sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir recevoir le courant. Lorsqu'on me dit les éoliennes qui sont près de chez moi, au Cap Fréhel, au Cap d'Erquy, c'est pour 850 000 foyers bretons, je dis c'est pas vrai, c'est faux. Cette phrase est erronée. C'est l'équivalent de 850 000 foyers en puissance nominale, étant entendu qu'il n'y aura seulement que 20% de la puissance qui sera utilisée et qu'en plus, elle ira ailleurs parce qu'au moment où l'éolienne va tourner, on n'aura pas forcément besoin de courant en Bretagne. Donc c'est faux. Hein, c'est faux, c'est faux. Bon. Donc on voit bien que l'ensemble du... Et si jamais aujourd'hui on a ce sentiment, c'est parce que nous n'avons plus la force, et c'est ce que j'essaie de retrouver, de faire retrouver en ce qui concerne dans mes usines, aux gens qui travaillent dans mes usines, au-delà dans l'industrie française. On a dit, ben, non, on peut. Oui, on peut. On peut faire des choses. On peut faire des économies d'énergie comme on avait imaginé avant, mais des vraies économies. Pas des économies de bout de chandelle en disant la production, on va l'envoyer ailleurs. On peut refaire un certain nombre de choses en France si on a envie. Hein, mais bon, il faut reprendre l'ensemble du dispositif. C'est-à-dire que lorsque vous avez, quoi qu'il en coûte, dit je vais ouvrir les vannes du budget de l'État pour que les gens puissent se moderniser en France, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, bon, bah, vous avez fait 80% d'importation de matériel, parce que tout le matériel est du matériel fait à l'étranger. Donc, lorsque vous dites il faut que ce soit le matériel neuf, bah, vous supprimez 50% des possibilités, parce qu'il se trouve que lorsque vous avez du matériel ancien et que vous pouvez rétrofiter, vous pouvez lui adjoindre des robots, de l'automatisme, etc., et en faire du matériel comme neuf. Mais vous n'avez pas droit, vous n'avez pas de subvention à ce moment-là. Donc on a jeté le matériel à la poubelle pour acheter de nouveaux matériels de façon à accroître les difficultés du commerce international en ce qui nous concerne. Il a fallu acheter, alors qu'on avait des trucs qu'on pouvait réparer. Donc tout ça, la mesure où nous sommes incohérents, la mesure où nous n'arrivons pas à définir une politique de sursaut évident qu'il faut que nous ayons, eh bien, nous sommes effectivement en difficulté et on a l'impression d'un complot contre nous. Certes, nous sommes mis en position de faiblesse, ça ne veut pas dire pour ça qu'elle est inéluctable, et certes, nous avons tout fait pour que nous soyons mal vus par les uns ou par les autres pour des tas de raisons différentes. Hein, on peut prendre pays par pays, région par région, en disant ben voilà le truc qui n'a pas été. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un ambassadeur LGBT dans des pays au Cameroun, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit embrassé par les gens en disant oui c'est bien, c'est vraiment des bons. Mais bon. Ce qui n'empêche pas que nous, en France, on fait ce qu'on veut. Mais disons que ce n'est pas forcément la peine de dire aux gens c'est ça qu'il faut faire. Et ainsi de suite. Voilà. Je dois dire que je n'ai plus de cheveux, mais je ne comprends pas comment tu en as encore autant avec tous ceux que tu as dû t'arracher tout au long de ta vie professionnelle, en voyant autant de bêtises d'autant de gens. C'est la résilience bretonne. C'est ça. C'est tout. Bretonne et les 200 unités de compte de survivre. Bon, moi je vais prendre le problème un peu différemment. C'était prévu, hein. Oui, c'était prévu. Et donc, moi, je suis plutôt un géopoliticien, parce que j'ai passé ma vie à voyager. D'abord, je suis né au Congo, hein, à Dolisie, je ne sais pas si tu connais, à côté de Brazza, voilà.
J'ai vécu au Sénégal, au Maroc, en Espagne, au Brésil. Et j'ai voyagé 40 ans dans une centaine de pays, essentiellement les pays africains d'ailleurs. Et de façon à essayer de comprendre ce qu'il y avait autour de moi, comment les gens réfléchissaient, comment ils raisonnaient, etc. Et je pense que j'ai acquis avec ça une espèce de vue globale. Et c'est ça un peu que je vais essayer de développer aujourd'hui. J'ai écrit à la suite de ça, je ne veux pas le dire trop, parce qu'en fait, sur un pays que je ne connais pas, qui est l'Ukraine, mais je ne connaissais pas l'Ukraine, mais je connaissais l'Afrique, je connaissais les pays de l'Est. J'avais été à une époque en Roumanie pour travailler, et j'avais rencontré en Roumanie tous mes clients africains qui étaient mes Libanais, les Libanais qui étaient mes clients africains qui avaient des comptoirs en Roumanie, et aussi les Italiens. Et je leur avais demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes en Afrique, vous venez en Roumanie? Ils m'avaient dit, because here is Africa number 2. Ils nous ont dit ça. C'est l'Afrique numéro 2, c'est-à-dire il n'y a pas d'État, il n'y a pas de police, on achète tout le monde, on peut obtenir des licences d'importation, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on trouve les gens qu'il faut, etc. Moi, j'ai compris qu'en fait, l'Ukraine, c'est Africa number 3, et puis que c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai fait un livre là-dessus, dont j'ai quelques exemplaires. Et en fait, à la suite de ça, j'ai vu arriver ce que j'appelle les révolutions africaines, parce que quelque part, c'est des révolutions, je vais expliquer. Et puis j'ai vu arriver ce problème de Gaza, et j'ai clairement le sentiment que en fait, tout ça dessine une ligne de fracture unique, quelque part, avec une espèce de tectonique des plaques, et avec des volcans qui éclatent ici ou là, d'autres qui peuvent, dans une ligne de fracture nord-sud, plutôt une ligne de fracture nord-sud, et que ça, c'est bien pour moi une des phases supplémentaires d'un processus de décolonisation en fait, qui dure pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale, je dirais ça. Et j'ai écouté récemment avec un grand intérêt un professeur de Sciences Po qui s'appelle Bertrand Badi, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'impuissance de la puissance ». Alors, il aurait pu appeler « L'impuissance de la puissance » et « La puissance de l'impuissance ». C'est assez intéressant, parce qu'il explique qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les conflits ont changé de nature, parce qu'au début, c'était des conflits du fort au fort. Je suis plus fort que toi, je gagne. Et maintenant, les processus de décolonisation sont toujours des processus du faible au fort, où en fait, le principe ne consiste pas à gagner parce qu'on est fort, mais à gagner parce qu'on obtient la sympathie et l'adhésion d'un certain nombre de gens influents, parce que on met en scène mieux sa faiblesse plutôt que le fort. Alors, c'est un changement de paradigme total, et j'en veux pour preuve, pour moi, le grand génie qui a découvert ça, c'est Gandhi. Parce que Gandhi, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout un pacifiste. Gandhi est parfaitement un belliciste, sauf qu'il a compris que la guerre avait changé de nature et que c'était ce principe-là qu'il fallait mettre en avant dans un contexte où la France et l'Angleterre étaient en train de perdre leur colonie, et il y avait un nouveau prédateur qui était les États-Unis qui cherchait à prendre la place, donc il allait l'aider à décoloniser pour pouvoir coloniser à sa place. Alors, voilà. Et lors d'une des manifestations où il défile avec ses troupes, où il fait défiler ses troupes devant les soldats anglais armés, avec autour les photographes américains qui s'étaient mis dans la poche, il fait un discours et il dit à ses troupes « Je vous en supplie, laissez-vous massacrer. Je vous en supplie, laissez-vous massacrer. » Donc ça veut dire que la stratégie du faible au fort, en fait, est basée, et de toute façon, la guerre du faible au fort est de toute façon une guerre sale. Je pense à Gaza, mais je vais après développer ça en particulier, est une guerre sale parce qu'elle est de toute façon basée sur le fait qu'il faut sacrifier les populations civiles, que ce soit de la part de l'insurgé qui cherche à ce que la réaction du contre-insurgé soit la plus brutale possible, parce que plus elle est brutale, plus il attire la sympathie mondiale, et c'est cette puissance médiatique qu'il fait gagner. Et le contre-insurgé ne peut pas faire autrement que d'essayer d'aller chercher l'insurgé en tapant sur la population civile. Donc, je reviendrai là-dessus sur le conflit
le conflit gazaoui parce qu'il est particulier. Mais si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi quand on dit aux gens du Hamas, mais pourquoi vous n'avez pas construit des abris pour protéger les populations civiles? Mais s'ils étaient sincères, ils diraient, mais surtout pas. Surtout pas. Si on ne tue pas les Gazaouis, comment est-ce que nous, on aura la supériorité affective et médiatique du reste du monde? Donc, et Arafat disait la même chose, il disait « il nous faut des martyrs, absolument, il nous faut des martyrs ». Donc en fait, c'est la course aux martyrs, je dirais. Alors, c'est intéressant, et Bertrand Badi ne développe pas la deuxième partie de ce raisonnement, qui est en fait le raisonnement qui est développé par David Galula, qui était un stratège français, qui a écrit un petit livre que tout le monde devrait avoir lu, parce que quand on est là, on comprend la guerre moderne, je dirais, qui s'appelle « Contre-insurrection, théorie et pratique ». Et dans la préface de la dernière édition de ce livre est faite par le général David Petraeus, parce qu'il a inspiré tous les travaux des Américains pour essayer de se sortir de l'Irak et de l'Afghanistan, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, mais ils s'en sont sortis mieux après avoir lu Galila, parce c'était un stratège de la guerre comment ça s'appelle, de la guerre d'Algérie. Et comme en France, comme tous les génies, il a été mis de côté, il est allé faire finir sa carrière aux États-Unis, il a écrit aux États-Unis, etc., etc. Et alors, qu'est-ce que fait Galula? Dans ce livre « Contre-insurrection, théorie pratique », il développe justement cette guerre de l'insurgé et la contre-insurrection et comment la contre-insurrection doit faire pour gagner. Et il dit en particulier qu'il reprend Mao, cette célèbre phrase qui consiste à dire, qui dit que l'insurgé est caché dans la population comme le poisson dans l'eau. Et en fait, si on veut attraper le poisson, ce n'est pas en tapant dans l'eau qu'on attrape le poisson. Il faut vider l'eau. Alors l'exemple typique qui est celui-là, c'est l'histoire d'un détachement qui arrive au bord d'un village. Et puis, il y a une roquette qui part du village, qui tape sur le détachement et qui tue 2 soldats. À ce moment-là, le chef du détachement tourne les canons vers le village en disant « on va taper sur le village ». Et à ce moment-là, le commissaire politique met la main sur l'épaule du commandant et lui dit « tu ne tires pas ». Il dit « mais comment je ne tire pas, on vient de me tuer 2 soldats ». Il dit « on t'a tué 2 soldats, mais si tu tires, tu n'auras pas 2... » On sait par les renseignements qu'il y a 3 insurgés dans le village. Mais si tu tires sur le village, tu en auras 20 ou 30. Donc tu ne tires pas. Alors l'autre lui dit « mais qu'est-ce qu'on fait ?» Ben, on va aller dans le village, on va aller voir le chef du village, on va aller lui donner de l'argent, on va lui curer son puits qui est bouché depuis 20 ans, on va refaire l'école, on va refaire le dispensaire, on va louer la plus grande maison du village avec le champ pour mettre le détachement, même si on doit rester 15 jours, on va la louer pour 1 an. Et après, on va aller prendre le thé avec lui, on va lui dire qui c'est le chef des insurgés. Et il va nous dire c'est mon beau-frère. Et on va arrêter son beau-frère. Voilà, c'est ça la guerre du faible, comment la contre-insurrection doit réagir si elle veut attraper l'insurgé au milieu de l'eau. C'est ça la façon de faire. Et si elle ne fait pas ça, c'est que ce n'est pas ce qu'elle cherche. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure sur ce que je parlais de Gaza, pour expliquer que ce n'est évidemment pas la suppression du Hamas que cherche l'armée israélienne, parce que sinon, elle aurait fait ça depuis longtemps. Elle aurait acheté les chefs gazaouis pour qu'ils dénoncent Or, elle fait le contraire. Donc, elle a une autre stratégie que j'essaierai d'expliquer. Mais si on ne comprend pas ce processus, alors c'est une course à l'échalote, à la victimisation. C'est celui qui est le plus victimisé qui gagne. C'est ça, dans la guerre contre-insurrectionnelle. Et c'est forcément une guerre de terrorisme, parce que l'insurgé est un terroriste, mais le contre-insurgé est aussi un terroriste, puisque tous les deux tapent sur la population civile pour essayer d'attraper les insurgés. L'un pour se défendre et pour faire accuser l'adversaire, et l'autre parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc c'est pour expliquer un peu le contexte général de cette guerre. Et si vous regardez toutes les guerres qui ont eu lieu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
ce sont des guerres de cette nature. Toutes les guerres ont été de cette nature. Et aujourd'hui, on est dans un processus de même nature, une nouvelle phase de décolonisation. Pourquoi? Parce que, ça c'est la guerre d'Ukraine qui l'a montré, la guerre a accéléré un processus de désoccidentalisation qui était déjà en cours depuis longtemps. Pendant longtemps, lorsqu'on disait aux pays africains, par exemple, ben, vous votez comme ça, ben, ils votaient comme on leur disait, parce qu'ils étaient faibles et on les obligeait à... Et pendant la guerre, au début de la guerre, ils ont dit, d'abord ils n'ont pas dit on condamne l'agression russe, ils ont dit on déplore déjà. Donc on ne condamne pas. Et ensuite, ils n'ont pas... Aucun ne s'est associé aux sanctions. Aucun ne s'est associé aux sanctions. Et ce n'est pas parce qu'on l'a dit qu'ils disaient oui, c'est une guerre entre blancs, ça ne nous concerne pas, mais c'est parce qu'ils n'ont plus envie qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils ont envie de profiter, ils savent qu'il y a des ressources. La Chine leur a donné l'exemple, l'Indonésie leur a donné l'exemple, Ben Salman leur a donné l'exemple en voulant passer de la vente de produits, je dirais, pétroliers et prendre la marge de son industrialisation et vendre des produits finis comme font les Chinois. Donc, ils savent qu'aujourd'hui, ils sont dans un processus qui est irréversible et ils ont envie de faire des affaires. Donc, et alors, si on étudie à cette lumière-là l'ensemble des conflits qui ont eu lieu, à mon avis, le conflit russe, bien qu'il se présente comme une guerre du fort au fort, avec les Américains d'un côté, parce que ce n'est pas les Ukrainiens. Les Américains ont pris le pouvoir en Ukraine en 2014. Ils l'ont déjà pris avant, ils l'ont pris en 2014. La meilleure preuve, c'est que le premier gouvernement, d'abord, Victoria Nuland, qui était le numéro 3 du département d'État, a annoncé le gouvernement 15 jours avant la Révolution. Donc quand vous annoncez le futur gouvernement 15 jours avant la Révolution, c'est qu'en fait, c'est vous qui avez préparé la Révolution. Bon, déjà, c'est pas compliqué de comprendre ça. Et ensuite, il nomme, entre autres, comme ministre des Finances du premier gouvernement, la patronne du service économique de l'ambassade des États-Unis à Kiev. Donc, vous voyez, il y a un putsch en France et le Premier ministre devient l'ambassadeur des États-Unis. Et vous dites, je suis un pays libre et indépendant qui fait sa propre politique, sauf que simplement, c'est mon ami américain qui m'a prêté son ambassadeur pour être mon Premier ministre. Voilà, ça c'est la situation. Et on lui donne la nationalité ukrainienne le jour de sa prise de fonction. Voilà. Bon, voilà. Donc ceci dit, après, évidemment, les élections ont été libres, indépendantes. D'abord, il y a 3 millions de personnes qui prennent des bombes pendant 8 ans, donc eux, ils ne peuvent pas voter, mais ça, tout le monde oublie que c'est peut-être des gens qui auraient voulu voter. Enfin bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, premièrement, moi, j'ai écrit ce livre parce que je pense depuis le début que les Russes vont gagner la guerre. Je le pensais depuis le début. Ce qui trompait un peu les gens, c'est parce qu'ils faisaient une guerre d'attrition, de dévitalisation et pas une guerre de décapitation. Ils ne font pas une guerre façon Napoléon, mais une guerre comme les ont fait les Russes contre Napoléon, où ils n'ont fait qu'une seule bataille contre Napoléon qu'ils ont perdue, qui est la bataille de la Moskova, mais ils ont pris à Napoléon 600 000 ou 700 000 soldats par la guérilla, par le typhus, par le froid, par la faim, etc. etc. Donc c'est une méthode de grignotage, mais je n'ai jamais douté de la différence parce que leur supériorité en termes de nombre d'armements était tellement grande que je ne pensais pas qu'ils pouvaient perdre. Mais ceci étant dit, cette guerre qui paraît être une guerre militaire est quand même une guerre du faible au fort. Pourquoi? Parce que Poutine n'a jamais cessé d'attaquer les États-Unis en disant « nous ne voulons plus être sous la coupe des États-Unis pour entraîner l'ensemble de ce qu'on appelle le Sud global derrière lui dans le cadre de cette guerre ». Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais cessé. Si vous étudiez ses discours, il le fait pratiquement à chaque fois. Donc, il y a quand même une guerre du faible au fort, avec un, entre guillemets, colonisé ou
quelqu'un qui ne veut pas être colonisé et qui veut être libre, et qui se présente comme, sans le dire ouvertement, mais une sorte de victime d'un ordre qui est néfaste et dont il ne veut plus. Et il le dit ça, et il s'en sert. Sauf qu'il s'en sert pour attirer vers lui, non pas l'Occident, mais nous, occidentaux. On ne regarde jamais ce qui se passe en dehors de notre petite bulle occidentale. Mais si vous allez voir les Africains, les Asiatiques, les Indiens, Ben Salman, Lula, etc., ils sont tous réceptifs de ce discours. Donc, on a profondément, comment dire, on a profondément accéléré cette désoccidentalisation avec les BRICS, avec les 5 R, c'est-à-dire la monnaie qu'ils essayent de mettre en place, avec la décision de Ben Salman d'accepter les paiements en yuan, qui est, à mon avis, une des plus importantes décisions du siècle, parce que, en fait, un des aspects, peut-être l'aspect principal de la domination américaine, c'est le dollar. Mais le fait que vous ayez une montagne de dollars et que vous soyez assis sur la monnaie de réserve ne vous sert à rien si vous n'obligez pas, n'avez pas les moyens d'obliger vos contreparties à vous l'acheter. Parce que si vous dites « j'en veux pas », tu as la monnaie de réserve mais j'en veux pas. Vous faites quoi avec votre monnaie de réserve? Mais là, le fait que toutes les matières premières soient obligées d'être payées en dollars, c'est la pompe qui fait que tu veux manger, comme on ne peut payer qu'en dollars, va m'acheter les dollars pour pouvoir payer à manger. Donc tout le monde est obligé de payer en dollars. Et à partir du moment où il y en a un qui brise le tabou en disant « moi j'accepte qu'on me paye mon pétrole autrement qu'en dollars », à partir de ce moment-là, l'Amérique a perdu la maîtrise de son client piégé. Et quand vous êtes un commerçant et que vous perdez la maîtrise d'un client piégé, si vous ne réagissez pas, vous êtes en danger de mort. Je pense, moi, que la France, économiquement, s'est cassé la figure en 89, parce qu'elle avait un client piégé qui s'appelait l'Allemagne. Et elle lui livrait, moi je suis un homme de l'agroalimentaire, tout l'alimentaire qu'achetait l'Allemagne, elle était obligée de l'acheter à la France puisqu'elle ne pouvait pas l'acheter dans les pays de l'Est. Et au moment où le mur est tombé, l'Allemagne a retrouvé instantanément ses anciennes routes d'approvisionnement à l'Est. Et nous, à ce moment-là, on aurait dû réagir immédiatement et à dire il faut qu'on rachète tout de suite toutes les entreprises en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, Pays-Bas. Si on ne fait pas ça, on est foutu. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Et on n'a pas réagi. Alors, un certain nombre de pays là. Moi, c'était une conférence de M. Bonduel qui m'avait fait découvrir ça. Il dit mais il faut aller acheter des entreprises en Pologne, sinon on est cuit. Mais il n'y a pas eu. Je me souviens, à l'époque, je travaillais dans les affaires, je ne me souviens pas qu'il y a eu un espèce de mot d'ordre absolu de la part de la France disant « allez, 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 il faut qu'on construise quelque chose pour récupérer notre client piégé, sinon on va se casser la gueule ». Et on a cessé de perdre depuis lors, parce qu'on est dans une position qui est stratégiquement devenue intenable. Voilà. Donc, voilà un peu sur la question, voilà sur la question russe. Voilà un peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'en fait, cette guerre se présente comme une guerre du fort au fort, ce qu'on appelle une guerre de haute intensité normale, mais en fait, par derrière, c'est quand même quelque part une guerre de décolonisation telle que Poutine la présente pour s'assurer le Sud global autour de lui et pour pouvoir faciliter les échanges qu'il aura après avec, etc., etc. Et quand Ben Salman prend cette décision, à ce moment-là, il brise un pacte extrêmement important que certains connaissent, qui s'appelle le pacte de Quincy, parce que lorsque Roosevelt rentre de Yalta, il s'arrête à ce moment-là en face de Jeddah, sur un bateau qui s'appelle le MS Quincy. Il fait monter Abdulaziz Ibn Saoud et il signe un pacte protection contre pétrole. C'est je te donne mon pétrole et toi, tu me protèges. Mais aujourd'hui, Ben Salman, il n'a pas besoin de la protection américaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus faire des affaires avec les Américains. Il n'est pas fâché avec les Américains, mais il veut décider lui-même. C'est ça la différence. Alors, pour moi, on est donc dans un schéma de décolonisation.
dans ce schéma. Le schéma africain est, à mon avis, du même ordre. Parce qu'en fait, les Africains ont hérité, au moment de l'indépendance, des frontières administratives qui avaient été fabriquées par la France et qui enfermaient dans des limites administratives des gens de peuplades différentes. Et on a dit, oui, c'est affreux, il faudrait que tous les Bambara soient ensemble, que les Haoussa soient ensemble, que les Peuls soient ensemble, etc. Bon, les Peuls, je ne sais pas comment on peut les mettre ensemble, parce que vous en avez dans le Fouta de Djalon, dans le Fouta Toro, vous en avez partout. Donc, d'abord, c'est pas faisable. Mais surtout, si vous faites ça, si on avait fait ça, tous les peuples, l'Afrique aurait été en guerre les uns contre les autres, en permanence, un peuple contre l'autre, parce que d'abord, ça aurait réveillé les vieilles guerres non seulement tribales, mais les guerres de l'esclavagiste, parce que 97% des esclaves étaient attrapés par d'autres peuples, donc que nous avons achetés. Mais par exemple, quand on achetait les esclaves au Bénin, on n'allait pas les rapter au Bénin, on les achetait au roi du Bénin, qui lui allait les racheter ailleurs. Donc, suivez le livre d'Olivier Pétré-Grenouillot sur les traites négrières, c'est parfaitement clair. Mais donc, on aurait eu à ce moment-là une Afrique à feu et à sang, et le fait d'avoir découpé tel qu'on l'a fait a diminué fortement les guerres interétatiques, mais a augmenté les tensions intra-étatiques. Forcément, puisque à l'intérieur d'un pays, on a les mêmes. Vous avez un exemple très clair. Moi, je n'ai jamais pensé que le Nigeria allait taper sur le Niger, parce que le Nigeria est le pays que je connais le mieux au monde. Et quand j'ai fait la route Maradi-Zinder-Kano, quand vous êtes au nord à Maradi-Zinder, ou que vous êtes au sud à Kano, c'est les mêmes. C'est des Haoussa. Donc les Haoussa, qui font l'armée, le principal de l'armée au Nigeria, si ce n'est pas toute l'armée, ils ne vont pas les taper sur leurs frères du Niger. Donc ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de guerre interétatique. Par contre, il y a des tensions intra-étatiques. Et une de ces tensions, c'est Bernard Lugan qui l'explique, c'est lorsque vous avez dans un pays une ethnie qui est majoritaire et qui, par le système une personne, un vote, comme vous votez pour votre ethnie, eh ben, c'est celui qui représente l'ethnie majoritaire qui est reconduit en permanence avec le temps et qui n'a pas de raison de passer le pouvoir ni d'intégrer dans le pouvoir des ethnies, comment ça s'appelle, Touareg ou autres, dans le cas de ces pays sahéliens. Donc, d'une façon générale, il y a eu une espèce de collusion qui s'est faite. Mon raisonnement est un peu général parce que ce n'est pas tout à fait la même chose partout, mais il y a quand même une sorte de collusion qui s'est faite entre ces pays, entre, je dirais, ces ethnies majoritaires et ces représentants de ces ethnies majoritaires et le pouvoir français, puisque ça a arrangé, cette espèce de stabilité arrangeait les uns et les autres. Voyez ? Mais moi, je savais, parce que j'avais des contacts, qu'au moment où il y a eu cette question du Niger, où la France est intervenue, pendant des années, je veux dire, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées avec des armes, je pense, qui ont été détournées ou des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je comprends très bien qu'il y ait eu un certain nombre de jeunes colonels qui, à un moment donné, en aient eu marre et qui se sont dit, mais nous, on veut pas de ce système-là, on veut développer notre pays, on veut parler de concret, on veut faire des affaires, etc., etc. Et dans un autre domaine, je lisais, j'ai entendu une petite vidéo il n'y a pas longtemps d'un jeune homme d'affaires africain qui disait « Mais on en a marre que vous nous parliez que de la colonisation et de l'esclavage. On veut parler d'affaires, on veut faire du business. Venez avec des choses concrètes. » Et c'est ce que disait Loïc tout à l'heure. L'intellectuel qui écrit dans ce journal au Cameroun, il dit
Quand c'est les Russes qui viennent, ils nous proposent des architectures de sécurité. Quand c'est les Chinois, ils viennent avec des routes, des ponts, etc., des infrastructures. Quand on reçoit les Allemands, ils viennent nous proposer des systèmes de formation, des formations universitaires de haut niveau. Et vous venez nous proposer du LGBT. Et ça vous étonne qu'on vous foute dehors? Et ça vous étonne qu'on vous foute dehors? Il a écrit ça comme ça. Parce que Macron a envoyé son ministre des questions LGBT dans le cadre d'un agenda probablement pro-américain et pour le compte des Américains, pour essayer de pousser une société, un type de société progressiste qui est un agenda nordiste dans le cadre d'une guerre où ces pays-là sont profondément conservateurs, attachés aux systèmes familiaux traditionnels, etc., etc. Donc, je pense que l'Afrique, aujourd'hui, s'insère dans une certaine mesure, dans un schéma, dans une certaine forme de ce processus décolonial. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, ceux qui prendront le pouvoir en feront réellement quelque chose, mais je pense qu'il y a chez les jeunes en particulier, pas chez ceux qu'on a vus à Montpellier avec Macron, etc., mais chez un certain nombre de jeunes, une volonté de construire quelque chose pour leur pays. Ça, c'est concernant l'Afrique. Et concernant Gaza, on est exactement dans ce schéma, on est dans la surenchère de victimisation. Alors, moi, j'ai écrit un article là-dessus, qui est paru dans le Nouveau Conservateur, sur le site, où je disais, dès le début, les Israéliens vont perdre la guerre, parce qu'ils vont perdre la guerre médiatique. Ils vont perdre la guerre médiatique. Pourquoi ? Parce que dans la guerre médiatique, c'est toujours celui qui montre les images les plus horribles en dernier qui gagne, parce qu'il fait effacer les autres, même si les autres ont continué à les montrer, etc. Donc pour moi, le fait qu'ils aient massacré ces gens-là, ces kibbutz, etc., pour moi, c'est en dehors de l'horreur, etc., si on regarde les choses sur le plan de la guerre, c'est une stratégie volontaire de façon à forcer les Israéliens contre leur propre intérêt, à mon avis, contre leur propre intérêt, à surréagir dans le talion de façon à pouvoir être sûr qu'ils cassent le système qui était en train de se reconstruire avec un accord avec l'Arabie Saoudite qui se rapproche de l'Iran, etc. Un système, disons, qui aurait permis au Sud, à Israël, d'aller vers le Sud, là où il y a les affaires demain, là où il y a les possibilités, et non pas de rester, comme je l'ai expliqué lorsque dans mon émission avec Tadei, d'être le fort de Belonzio du désert des Tartares pour le compte des Américains contre les hordes arabes qui viennent assiéger l'Occident. Je veux dire, ça rapporte rien à Israël. Dans 100 ans, ça sera encore la guerre civile. Ça sera encore la guerre civile. Alors, leur intérêt, justement, c'est de faire ce travail de contre-insurrection intelligente qu'ils auraient dû faire. Mais ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi l'ont-ils jamais fait? Parce que la stratégie d'Israël n'est pas une stratégie de contre-insurrection. La stratégie de contre-insurrection, ça consiste à acheter les insurgés. À acheter, voilà. Or, dans le système israélien, si on suit toute l'histoire du Hamas depuis 1967, à toutes les époques de la stratégie du Hamas, le Hamas obtient la validation d'Israël. Lorsqu'ils arrivent en 1967, ils demandent qu'on reconstruise les mosquées. C'est fait. Ensuite, ils demandent, selon les stratégies classiques des frères musulmans, ils demandent qu'on leur construise les jardins d'enfants, les dispensaires, etc., puisque la stratégie du Hamas est toujours une stratégie comment s'appelle, de grignotage à l'intérieur des systèmes périurbains, comment s'appelle, des prolétariats périurbains. En Tunisie, c'est comme ça, c'est partout comme ça. Donc c'est ce qu'ils font au fur et à mesure. Ensuite, Cheikh Yassine, après avoir cultivé
et bien endoctriner les petits demande à avoir un centre islamique. Alors que la charte du Hamas dit qu'il veut détruire Israël, à chaque étape, le Hamas et Israël s'entendent pour construire petit à petit le système politique et idéologique qui est celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'ennemi du Hamas, ça n'est pas Israël. L'ennemi du Hamas, c'est le Fatah. Parce que pour tout musulman plus ou moins radical, l'ennemi, c'est le musulman socialiste. C'est ça l'ennemi, le véritable ennemi. Je me souviens très bien qu'au moment des révolutions arabes, ma femme est tunisienne, donc d'origine tunisienne. Donc, je vais en Tunisie tous les ans depuis 40 ans. À ce moment-là, il était clair que l'objectif des frères musulmans, c'était de détruire en premier lieu la Tunisie, parce que la Tunisie était précisément un modèle de fonctionnement socialiste, etc. Bourguiba prenait son verre pendant le ramadan à la télévision et il buvait son verre ostensiblement devant tout le monde en disant « Écoutez, chacun fait ce qu'il veut ». Mais ça, c'est pas la Oumma, ça. Donc, et le but d'Israël, qui a monté ce système et ce golem, je dirais, c'était pour détruire le Fatah. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le Fatah, il n'existe plus. Il n'a plus de pouvoir, etc. Donc, pourquoi? Parce que l'objectif qui était derrière ça, et si vous regardez la courbe des implantations, même à l'époque du processus de paix, pendant tout le processus de paix, la courbe est absolument rectiligne. Année après année, on est aujourd'hui à 700 000 colons, mais elle n'a pas varié d'un iota, même pendant la période. Donc, moi, je traduis que Israël ne veut absolument pas se débarrasser du Fatah, parce que si jamais il se débarrasse du Fatah, à Dieu ne plaise, on va lui dire, bah, écoutez, maintenant, vous n'êtes plus en possibilité du Hamas. Si, à ce moment-là, vous n'êtes plus en position d'éviter la situation des deux États, puisque votre ennemi a disparu. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas détruire le Hamas. D'ailleurs, c'est pas ce qu'ils font. Ils sont dans la situation où le chef de détachement dit « je vais tirer sur le village », et à ce moment-là, le commissaire politique lui dit « mais tu ne vas pas tirer sur le village, tu vas détruire le village ». Il dit « mais je vais avoir 1 millier de types qui vont me haïr et tous les mecs des villages autour ». Il va dire « justement, c'est ça dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'ils soient impuissants. Mais j'ai besoin qu'ils me détestent. Parce que s'ils me détestent, je gagne la guerre de victimisation. Et à ce moment-là, je pourrais justifier le processus de comment ça s'appelle, de colonisation qui est en cours depuis 48 et surtout depuis 67. Voilà, c'est ça, à mon avis, le système qu'il faut lire derrière. En fait, si on rapproche ça de la guerre, le système de guerre contre-insurrectionnelle, donc moi je pense qu'il n'y aura pas de solution, enfin il y a peut-être des solutions, mais ce que je veux dire c'est qu'on est là aussi typiquement dans un système de contre-insurrection tel que Gandhi l'avait imaginé dès le processus de décolonisation, où chacun se dit, mais il me faut des victimes. Il me faut des victimes. Et je pense que les gars du Hamas disent, mais on nous a tué 10 000 personnes aujourd'hui, mais moi je rêve que d'une chose, c'est qu'on m'en tue 50 000. Parce qu'aujourd'hui, la réprobation d'Israël n'est pas encore unanime, mais si demain on me tue 50 000 types, 100 000 types, ils n'existeront plus. C'est ça le raisonnement dans lequel on est aujourd'hui. C'est horrible. Mais la guerre contre-insurrectionnelle, c'est ça. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais un peu expliquer pour essayer de recadrer l'ensemble de ces guerres dans un processus général. Je ne suis pas sûr que mon ami soit absolument d'accord avec moi, mais bon, c'était fait pour. Voilà comment moi je vois les choses. Parce que ton propos, finalement, c'est indiquer que l'Occident est trop fort. Par conséquent, il va perdre parce qu'il est trop fort. Et moi, mon propos, c'est de dire, si jamais l'Occident a des problèmes, c'est qu'en fin de compte, il raisonne mal. Mais les deux choses ne sont pas incompatibles. Alors, les choses sont pas incompatibles. Maintenant, toi, tu es en train de décrire la fin de l'histoire, par exemple, sur le dernier sujet,
en disant, mais finalement, les Israéliens sont obligés de perdre. Je dis, attention, tout dépend de la manière dont ils vont comprendre la façon de faire. C'est pas gagné, parce que si jamais tu augmentes le nombre de morts, et si jamais tu arrives à démontrer qu'effectivement, les 4 types qui sont au Qatar n'ont rien à foutre des 200 000, 300 000 ou 1 million de Palestiniens qui vont mourir, tu es pas sûr de perdre. Donc j'ai tendance à considérer que les choses simples ne sont pas humaines. C'est quelqu'un c'est une Bretonne qui m'a dit ça. C'est ta mère. Hein. Non, qui s'appelle Mona Ozouf. Mona Ozouf, à un moment, elle est spécialiste de la Révolution, et on était en train de discuter. Il se trouve qu'on était ensemble dans des salons du livre, on était ensemble dans des débats, dans des machins là. Et puis, à un moment, avec sa petite voix très calme, une voix, il faut l'écouter, c'est pas ma voix, c'est une petite calme, elle me dit, Loïc, c'est plus compliqué que ça. Alors, j'avais tendance à te dire, comme Mona Ozouf, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, si jamais, aujourd'hui, nous sommes dans la situation que tu as très bien décrite en Afrique, et si nous n'arrivons pas à réagir à cette situation, parce que nous ne réagissons pas, c'est que nous ne l'avons pas analysé et que nous n'avons pas envie de réussir. Bien sûr. On n'a pas envie de réussir. Bon, mais il n'est pas interdit de penser qu'à un moment, il y aura des gens intelligents pour réagir. Bien sûr. De la même façon, en ce qui concerne Israël, la réaction d'Israël, elle est parfaitement compréhensible en politique. Ah ben. C'est-à-dire que tu as 240 otages, tu as 1400 personnes qui sont fait massacrer, et tu vas dire à ton peuple, le raisonnement de François, surtout, faites rien. Alors là, non seulement tu n'existes plus le lendemain, mais tu réinventes la guillotine pour Netanyahou et tout l'ensemble des De toute façon, je pense qu'il y passera quand même. Mais... Non, mais il va se faire guillotiner à la fin. Mais disons qu'il invente tout de suite. C'est-à-dire qu'il se fait tuer tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que ce processus aurait dû être fait depuis des dizaines d'années si on avait voulu se débarrasser du Hamas, ce qu'on n'a pas fait. Alors, là où tu as raison, c'est que on n'a pas voulu se débarrasser du Hamas, au contraire. Bien sûr. C'est-à-dire que on a financé le Hamas et fait financer par les Qataris le Hamas, qui recevait quand même, le Hamas recevait 30 millions par mois, qui transitait par Tel Aviv. Donc, Tel Aviv amené à Gaza par l'armée israélienne, escorté par l'armée israélienne. Mais c'était uniquement pour fabriquer, reconstruire les écoles et pas du tout pour construire des armes. Laisse-moi terminer là, j'ai la même information que toi, alors je suis en train de te contredire. Alors si jamais tu dis, je suis d'accord avec toi, alors on s'en plus. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Tu n'es pas du tout d'accord. Bon, alors, donc, effectivement, ils ont joué la carte qui est stupide, c'est-à-dire, j'ai un Fatah, il m'emmerde, je vais créer le Hamas, et je vais créer le Hamas contre le Fatah, ils vont se battre. Voilà. Et il y a encore, avant le 7 octobre, tu aurais discuté avec les Israéliens le 5 octobre, avec les gens qui sont dans le poste aujourd'hui, ils t'auraient dit, oui, on a raison, tu vois, on a bien réussi. On a bien réussi. Le Hamas, il reçoit son pognon, le Fatah a son pognon, nous on colonie et on n'a rien à foutre et tout va bien. C'est ça. Bon, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un ressort considérable qui est apparu, qui est le ressort de l'ensemble des jeunes qui sont en train de partir à la guerre aujourd'hui, qui ont fait revenir des quantités de gens de toute la diaspora et qui ont envie, eux, clairement, de dire, nous, on ne partira pas de là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne partira pas d'Israël. Mais il n'est pas question qu'Israël s'en aille. Non. Je dis, si jamais il perd, c'est parce que tant qu'il n'y a pas de processus de paix engagé, il y a une difficulté importante de disparition. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Mais Gaza n'est pas stratégique. Ça fait 20 km sur 2 km, c'est pas stratégique. C'est pour ça qu'ils ont choisi Gaza pour en faire comment ça s'appelle,
une espèce pour en faire un... Qu'est-ce que tu es? Parce que Gaza n'est pas dangereux. François, tu essaies de démontrer un peu qu'ils n'ont pas bien compris la guerre insurrectionnelle. C'est ça que tu es en train de dire. Non, je pense qu'ils l'ont extrêmement bien compris, au contraire. Ils ont au contraire très bien compris ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que excuse-moi de dire, lorsqu'ils partent pour détruire la moitié de Gaza, puisqu'ils sont en train de faire, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils vont avoir l'opprobre. Mais oui. La seule chose qui les retient aujourd'hui, c'est le nombre de morts israéliens dans la guerre. Donc, c'est ça qui les retient. Et d'ailleurs, autrement, oui. ils auraient liquidé tout. Sinon, il y a 240 otages, petit 1, et 2, ils n'ont pas envie d'avoir un nombre de morts israéliens trop important. C'est ça qui les retient. Et puis ils ont en face d'eux 20 000 types qui sont cachés dans les tunnels. Je regardais une vidéo pas plus tard que tout à l'heure. Attends, je rajoute juste un petit élément. Je te laisse parler. Tu as raison, mais tu as tort. Non. T'as compris que tu as tort. Un type qui rentre, un type qui se filme. Est-ce que tu as compris que tu as tort? C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Israéliens sont plus malins que tu penses. Voilà. Je n'ai jamais considéré comme des imbéciles. Voilà, mais voilà. Et donc, ils ont très bien compris. Je pense qu'ils vont perdre la guerre, mais c'est tout. Mais perdre la guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... ils sont chassés. Ils sont pas chassés ou ils ne sont pas chassés? Mais ils ne sont pas chassés. C'est Netanyahou qui va se faire chasser. On va être obligé de revenir... L'Israël, ce n'est pas Netanyahou. Netanyahou, il est cassé, il est fini, terminé. On oublie Netanyahou. Tu vas en Israël, tu comprends que Netanyahou, c'est fini. C'est une image qui est déjà balancée. C'est terminé. Non, si c'est terminé, ça, Netanyahou, c'est terminé. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que gagner la guerre, c'est Netanyahou qui gagne la guerre, il perd la guerre, il est disparu. Par contre, Israël va rester en Israël. Et ça, pour eux, c'est ça gagner la guerre pour eux. C'est rester en Israël. C'est ça. Non, gagner la guerre de Gaza... Mais c'est pas gagner la guerre de Gaza. C'est est-ce que Israël va disparaître ou pas? Si jamais tu me dis Israël ne disparaît pas, ça veut dire qu'Israël gagne la guerre. Oui, mais sous quelle forme? Peu importe. Mais non, pas sous quelle... Pas peu importe. Mais justement, tout importe. Non. Parce que... Mais non, tu comprends que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour éviter... Tout ce qui a été construit avec le Hamas, c'est pour éviter la solution à 2 États. C'est tout ça est construit depuis le départ. À partir du moment où on sort de là en disant il n'y a pas d'autre solution qu'une solution à 2 États parce que vous n'arrivez pas à les arrêter, etc. Donc on revient au système politique. À ce moment-là, oui, Israël, mais Israël sous une forme que Israël et surtout la droite qui est au pouvoir depuis 20 ans n'a jamais voulu. C'est pas Israël, c'est quel Israël en fait la question. Voilà. Donc tu ne comprends pas qu'Israël, c'est pas Netanyahou. Tant que tu as ça en tête, tu ne peux pas poursuivre le raisonnement. Je vais juste rajouter quelque chose. Et pour finir, c'est que ce que fait Tsahal aujourd'hui, ça porte un nom dans l'armée israélienne, ça s'appelle tondre le gazon. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de détruire le Hamas parce que c'est pas possible, mais il s'agit d'en éradiquer les capacités pendant un certain temps, le temps que le gazon continue à tondre, pour qu'on puisse continuer à faire la politique de colonisation.